Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi ce soir de vous retrouver encore très nombreux ce dimanche matin à l'écoute de votre programme dominical sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Bienvenue sur Tour de Table, votre émission qui adresse ici tous les dimanches l'actualité saillante du landéno social et politique de toute la semaine. Tour de Table qui, tous les dimanches, toujours reçoit sur son plateau un panel riche et varié d'experts qui croise au web de manière à ressortir la quintessence, la science, l'efficience et même le substrat de la bonne, mais alors là de la très bonne information. Mesdames, Messieurs, ce dimanche encore, vous faites bien d'être avec nous ensemble. Nous allons passer 2 heures depuis bonne heure en télévision. On va comme ça repartir du côté de la régie, prendre cette légère transition, revenir pour vous présenter ceux qui sont déjà venus ici en studio, ceux qui ont bien voulu ce matin venir partager avec nous autour de la thématique qui sera portée à l'ordre du jour, qui ont bien voulu venir ensemble disséquer cette modeste réalité intellectuelle. Asseyez-vous donc confortablement. On se retrouve tout de suite après cette légère transition. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission Tour de Table de ce dimanche. Mesdames, Messieurs, asseyez-vous, restez à votre aise. On va donc là quitter la gare en mettant les petits plats dans les gants. On va tout de suite dérouler le tapis rouge au premier invité sur ce plateau. Sur ce plateau, ils sont journalistes, ils sont hommes politiques. On va donc comme ça dérouler le tapis rouge au premier invité sur le plateau. C'est un homme politique émérite, un homme politique aguerri. C'est aussi un homme de science émérite et aguerri. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il est un habitué de ce plateau. Nous avons fait l'honneur ce jour d'être avec nous ce matin. Lui, c'est le docteur Jean-Paul Macky, ici, invité sous l'extampille de l'Union des populations du Cameroun. Docteur, bien le bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour aux copanélistes et surtout bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous font le plaisir ce matin encore de nous suivre. C'est toujours un plaisir d'être là. Voilà, docteur, avec vous, on va tout de suite entrer dans une actualité qui, depuis quelques heures, inonde la toile et a commencé à faire jaser un peu de partout. Le ministre de l'administration territoriale a signé un arrêté en date du 6 décembre dernier, arrêté numéro 00121. Dans cet arrêté, il suspend le REDAC, le réseau des organisations de défense des droits de l'homme, il faut bien dire d'Afrique centrale. C'est l'association qui est portée au Cameroun par Maître Alice Com, ça il faut le dire. Les motifs évoqués sont le financement illicite exorbitant, inadéquat au fonctionnement de son activité. Il parle d'activité de nature à porter atteinte au système financier au Cameroun. Il parle du non-respect des dispositions relatives au fonctionnement des organisations au niveau du Cameroun. Est-ce que ce décret aujourd'hui vient remettre sur la table la problématique quand même du financement des OSC au niveau du Cameroun? C'est comme si ça me semble très opaque. On ne sait pas comment il fonctionne au niveau du Cameroun. On voit de l'argent entrer. D'aucuns estiment même que parfois ils sont des terreaux fertiles pour le financement des problématiques ou bien même des enjeux de déstabilisation au niveau du Cameroun. Est-ce que c'est le lieu de le dire lorsqu'on voit cette sortie du Milan? Oui, Bertrand. Mais avant de répondre à ta question, je suis un peu content ce matin et toute la nuit. Il y a une dictature qui a disparu cette nuit. Une dictature de près de 50 ans en Syrie. Non pas que je supporte des djihadistes ou des islamistes. Ah, vous parlez de Bachar al-Assad. De Bachar el-Bachar, ça fait 50 ans, ça va. Ça me rappelle un peu l'autre dynastie non loin du Cameroun il y a quelque temps. Pour dire quoi? Pour dire que les peuples ne devaient pas désespérer, n'est-ce pas? Et en politique, les peuples doivent pas seulement ne pas désespérer, mais surtout être dans l'action.
S'agissant de ta question sur le REDAC, ah oui, mais le REDAC traîne beaucoup de casseroles. C'était prévisible. Le REDAC est en pole position dans la défense des LGBT, par exemple, entre autres. C'est autant de choses qui ont certainement permis au MINAD de penser que... Parce que là, il paraît que dans ce volet-là, il y a beaucoup d'argent qui circulent. Mais ce qui est triste comme constat à faire, c'est que c'est quand même bizarre que ce soit à la veille d'une élection aussi capitale que la prochaine, notamment l'élection présidentielle, que ce type d'acte puisse être malheureux. Mais ça, moi, ça ne me surprend pas au Cameroun, hein, Bertrand. Ça ne me surprend pas beaucoup parce que le pouvoir en place, à travers certains ministères régaliens ou ceux liés à la sécurité du territoire, dénote une certaine fébrilité. Il y a comme une fébrilité ambiante qui nous fait penser que ce n'est pas évident que ça se passe dans le calme l'année prochaine. Parce que quand on voit toutes ces fébrilités-là, tous ces mouvements-là, ces interdictions, et il y a un comité directeur de l'UPC qui a été interdit, parce que cette branche de l'UPC n'appartiendrait pas à la bonne branche, entre guillemets. On n'a pas pu tenir son comité directeur il y a une semaine, bientôt 2 semaines. C'est autant de gestes qui dénotent d'une fébrilité, je me répète, qui dénotent d'une fébrilité qui n'augure pas un 2025 paisible. Parce que pour dire la vérité, tout cela a pour finalité d'exciter de la population qui pourrait en avoir marre et malheureusement réagir autrement que dans la paix et dans la tranquillité. Moi, le REDAC était ciblé, c'était ciblé depuis, hein. Ça a même trop traîné à mon avis parce que les pays d'opposition de mettre en commun, effectivement, ne sont pas de nature à plaire au système en place. C'était prévisible, Bertrand. C'était prévisible. Voilà, on va présenter le deuxième invité sur ce plateau. Il est journaliste, il est une figure connue dans l'univers audiovisuel médiatique au Cameroun, ça veut dire de manière claire. Dit-on n'a pas sa langue dans la poche. Il est encore avec nous ce dimanche. Le Bran Kamga. Bran Kamga, bien, bonjour. Bonjour Monsieur Bika, bonjour à tous les téléspectateurs de H3 et merci pour l'invitation. Voilà, merci d'être avec nous ce dimanche. On va aussi adresser la problématique du REDAC. Professeur Marc vient de le dire. Le REDAC brille quand même dans le landerneau social au Cameroun par des prises de position souvent un peu, on va dire comme ça, décalées. On va dire qu'ils sont en avant-garde de la lutte genre, entre guillemets, au Cameroun, et lutte contre les droits des homosexuels. Cette pratique vile, il faut vous le dire, cette pratique qui est interdite par la loi camerounaise, des sorties se multiplient dans ce sens. On n'a jamais interdit le REDAC pour autant. Aujourd'hui, on estime qu'ils ont des financements illicites, exorbitants. Ils ont des activités de nature à porter atteinte au système financier, au non-respect des dispositions relatives au fonctionnement des organisations. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que, à la réalité, il y a des délits mineurs ou crimes mineurs au Cameroun, délits majeurs ou crimes majeurs? Ils parlent de l'homosexualité ouvertement. Ils défendent des personnes qui pratiquent cette chose-là ouvertement. On n'interdit pas. Et après, on vient trouver des motifs financiers pour interdire. Est-ce qu'aujourd'hui, la clairvoyance financière au Cameroun, la non-visibilité des circuits d'approvisionnement de l'organisation est plus délicate que l'homosexualité qui a avilé nos populations? L'homosexualité qui est une abomination qui est interdite par la nature et qui est interdite par le Cameroun. Mais l'État, depuis qu'il aurait dû frapper, pour cette question, il ne frappe pas. On les laisse et aujourd'hui, on les incrimine pour des crimes financiers. Comment comprendre cette sortie de l'État aujourd'hui? Même si on fait le lien, ce n'est pas ouvertement écrit que c'est pour les prises de position en faveur des homosexuels qu'ils sont interdits dorénavant d'agir. Il faut dire que ça va durer 3 mois, alors que certains motifs aussi qui auraient pu faire que l'État prenne des décisions comme celle-là depuis un certain moment. Bon, je vais répondre à 2 volets. Le premier volet, je pense, la loi qui organise le fonctionnement, la création, le fonctionnement des organisations
de la société civile au Cameroun est clair. Les moyens de financement doivent être suffisamment clarifiés dans les documents de demande d'autorisation. Et donc, maintenant, pendant que vous fonctionnez, je pense que dans vos rapports d'activité adressés au ministère de l'administration territoriale, vous devez clairement dire quels sont les organismes et quels sont les circuits de financement de vos activités. Il faut qu'on soit clair à ce niveau, parce que vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène de blanchiment d'argent, le terrorisme, le financement du terrorisme et bien d'autres pratiques illicites, certaines organisations de la société civile, n'est-ce pas, servent de base arrière. Et aujourd'hui, je crois que lors de l'une de ces sorties, le ministre de l'administration territoriale avait déjà attiré l'attention des OSC, des ONG sur la visibilité de leur financement. Donc, être aujourd'hui suspendu parce qu'on n'a pas la visibilité, la traçabilité sur le financement des activités du REDAC, je pense que quelque part, ils détiennent des éléments probant, parce que je crois que le ministre de l'administration territoriale reste toujours le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité et à ce titre détiendrait des informations qui ne courent pas toujours les rues. Donc, à ce niveau, on se demande quels sont ces éléments-là, parce qu'il n'a pas spécifié dans la note qui suspend le REDAC de quoi il s'agit concrètement, même s'il dit, il parle, n'est-ce pas, de financement illégal. De quel type de financement est-ce qu'il s'agit concrètement? La note est sortie vendredi, on aura peut-être le temps en semaine de mieux creuser l'affaire pour comprendre ce qui s'est passé véritablement. Maintenant, si en toile de fond, il y a véritablement financement illicite, ça veut aussi dire que les responsables du REDAC sont passibles de poursuites judiciaires et ils devraient répondre de leurs actes ou à défaut, ils devraient être rétablis par la suite. Bon, maintenant, est-ce qu'on suspend avant d'approfondir les enquêtes? Là, ça peut être un peu hypothétique parce qu'on se dit, bon, si on vous accuse d'avoir des financements illicites, on vous suspend, pour peut-être plus tard revenir dire, bon, vous pouvez être rétabli. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de méthode, il y a un problème de procédure, il y a un problème administratif qui se pose. Maintenant, le deuxième volet de la question, les positions du REDAC sur la défense de l'homosexualité et tout ça. Vous savez, je pense bien, si mes souvenirs sont bons, que la dernière sortie du président de la République sur la question de l'homosexualité était « les mentalités pourraient évoluer ». Alors, lorsqu'il a dit les mentalités pourraient évoluer, il faut suivre, n'est-ce pas, le mouvement mondial qui défend les droits des homosexuels, les LGBT et bien d'autres encore. Et à ce titre, le REDAC s'est clairement positionné. Maître Alice Combes se positionne clairement et sans embâche comme celle qui est là pour défendre les droits des homosexuels. Vous l'avez dit lorsque vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut... Je pense qu'au même moment, il faut lutter contre le financement illicite et illégal des organisations de la société civile et des ONG. Au même moment, nous devons respecter le cadre légal et normatif qui régit le fonctionnement du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire d'homosexuels n'est pas reconnue au Cameroun et en toute objectivité, on ne saurait venir défendre les droits des gens qui violent la loi. Vraiment, de manière objective, ça pose un peu un problème d'ordre éthique, moral. C'est-à-dire, la loi interdit les pratiques homosexuelles. Et vous venez défendre les pratiques homosexuelles. Même si encore, M. Bika, il y a un autre problème, une autre question qui se pose. Qui sont ceux qui pratiquent véritablement cet homosexuel au Cameroun et pour quelle fin? Laissez-moi vous dire que dans le système en place, c'est le système en place, n'est-ce pas, qui gère tout ce réseau homosexuel-là. Ce ne sont pas des enfants de cœur, je suis désolé de le dire clairement, parce que je tiens à dire que l'homosexualité a deux origines, du point de vue sociologique. Il y a premièrement les origines d'ordre mystique et sectaire. Là, je parle du magico-anal. Et il y a les origines, il y a un certain nombre de prédispositions
à aimer les personnes du même sexe. Sauf que là encore, malheureusement, lorsque vous allez mener une étude sur cette question, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont prédisposés à aimer les personnes de même sexe ne représentent même pas 0,02% de la communauté homosexuelle. Et donc, en réalité, ceux qui pratiquent l'homosexualité dans les chambres et dans les soudines au Cameroun sont des gens qui font ces pratiques pour obtenir les postes dans les ministères, dans les administrations, dans les sociétés parapubliques et bien d'autres encore. Ils ont leurs objectifs cachés derrière et on vient vouloir nous faire croire. Donc, il y a un peu du 2 poids 2 mesures là parce que, oui, la loi interdit, ça c'est vrai. Mais maintenant, de l'autre côté, vous savez, si vous êtes homosexuel et vous allez avec votre partenaire dans votre chambre, cela ne fera aucun bruit. Vous êtes seuls deux à savoir ce qui s'est passé entre vous et on n'a pas véritablement besoin de mettre cette chose-là. Je suis désolé de l'appeler ainsi sur la place publique. Ouais. Voilà le dernier invité sur ce plateau, et non des moindres. Il est aussi un visage très très connu, un visage qui monte d'ailleurs dans l'univers audiovisuel au Cameroun. C'est plus de position aussi ne souffre aucune contestation et d'aucune pertinence, ça tout le monde le dit, à l'unanimité. Il est directeur de publication d'un journal, Franck Masson. Bonsoir. Bien le bonjour. Bonjour l'écran, bonjour à mes copanélistes. Je dis également un grand bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'émission Tour de table ce dimanche. Merci, merci bien. J'espère que c'est à la hauteur de votre sujet extrêmement sensible et délicat. Voilà, Franck Masson, on parle de la durée d'âge qui vient d'être suspendue, on va dire, pour une durée de 3 mois. Dans 3 mois, on pourra peut-être revenir sur cette décision. Les motifs qui sont évoqués aujourd'hui sont aux antipodes de ce à quoi peuvent s'attendre les Camerounais. Le REDAC brille dans sa posture de défense au Cameroun de quelque chose d'interdit. On interdit, mais il défend quelque chose d'interdit dans la loi camerounaise. Permettez, peut-être avant que vous nous lancez, monsieur Masson, je pense qu'il y a un problème. Le document qui suspend le REDAC ne dit pas que vous avez défendu ce qui est interdit, bizarrement. Oui, justement, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Il dit, les Camerounais s'attendraient à ce que, on aurait dit, le REDAC est suspendu parce que leur activité, notamment la question sur l'homosexualité qui est interdite au Cameroun, ils font de ça leur cheval de bataille, ça veut dire comme une forme de promotion, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'anticonstitutionnel et pas légal au Cameroun, mais c'est pas ça qui est écrit. On évoque d'autres motifs qui ne renvoient même pas à ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que on peut dire que cette pratique est tolérée au Cameroun lorsque on la pratique ou la défend, on ne nous interdit pas d'agir? Il y a comme une forme de tolérance administrative. Lorsqu'on va avec d'autres délits, on interdit d'agir. Franck Masson, comment est-ce que les Camerounais peuvent prendre cette suspension aujourd'hui, qui n'évoque pas l'homosexualité, mais qui évoque d'autres délits tels que le financement, alors que les Camerounais s'attendraient à ce qu'on voie ce motif au premier plan apparaître lorsqu'on suspend le REDAC au Cameroun? Comment comprendre ça? Est-ce que c'est que... Déjà, votre question soulève quelque chose d'incohérent. Oui. L'incohérence, le paradoxe qui peut caractériser un peu notre système de gouvernance. Oui. Parce que comment se fait-il que la loi interdit la pratique de l'homosexualité, Oui. et que cette même loi semble ne pas être en mesure d'interdire un secteur d'activité du REDAC? Vous voyez pourquoi je soulève justement ici la question du paradoxe et de l'incohérence. Ouais. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne les financements illicites, je pense que si nous sommes déjà d'accord du fait que l'homosexualité n'est pas d'origine, je peux le dire comme ça, c'est sûr, camerounaise, elle vient de très loin, vous comprendrez que derrière le REDAC, il y a un univers extrêmement dense. Extrêmement dense. Ça veut dire que on sait qu'il y a des grandes figures, je peux dire des architectes sociaux, qui sont même les principaux promoteurs de, je vais dire, l'homosexualité, puisque c'est un lobbying très très puissant dans le monde qui gouverne. Et il n'est plus justement à démontrer qu'il y a une frange justement des dirigeants du monde
qui ont pour ambition déstabiliser le Cameroun. Donc ce qui fait que je pense que quelque part, les dirigeants au niveau du Cameroun pourraient se dire que les financements, justement, qui sont faits au REDA, visent plutôt un objectif autre. Et je pense que le docteur l'a d'ailleurs rappelé, nous sommes justement à l'aurore d'une élection majeure au Cameroun. Donc c'est tout un tas de réflexions et de questions que l'on peut se poser. Donc quelque part, on peut comprendre qu'il se pourrait que ça soit une stratégie, je peux dire, de musellement, question en fait d'affaiblir un éventuel réseau qui pourrait se constituer comme une force justement de nuisance à l'aurore de l'élection 2025. Donc en fait, c'est ce que moi je peux dire par rapport à la question. Voilà, mais pourquoi estimez-vous, on se pose la question comme ça, que le motif qui aurait été plus probant, attendu, espéré par les Camerounais ne figure pas sur cet arrêté? Pourquoi ils ne disent pas clairement que le REDAC, la promotion de l'homosexualité, on les interdit? Ça aurait donné un coup quand même comment dire, de stabilité. On aurait connu la position officielle du Cameroun par rapport, même si on la connaît en termes de loi, mais au moins ça aurait été la position officielle du gouvernement vis-à-vis de ça. Pourquoi ils ne prennent pas position, disent l'homosexualité que vous défendez? C'est ça mon titre que j'aurais pu ajouter à la tranquille. Il y a un adage qui dit que qui ne dit rien consent. Ah, donc ils consentent à ça. Ça nous amène à comprendre que la plupart, ou bien une bonne frange de ceux qui dirigent, n'ont pas de problème avec l'homosexualité. Il faut le dire comme ça. Ça aussi, ça tient, ouais. Sinon, des mesures sévères devraient être appliquées voilà, pour l'étouffer, pour l'interdire. D'ailleurs, je pense que M. Kamara, il a dit que sur la question, le chef de l'État avait dit que le Cameroun n'est pas encore à ce niveau de conscience. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, question de préparer les mentalités de telle sorte que dans des années proches, elles soient justement en mesure de l'accepter. Donc, vous pouvez bien comprendre qu'une bonne frange de ceux justement qui dirigent n'ont pas de problème avec la question de l'homosexualité. Parce que les gens ne le savent pas. L'homosexualité, c'est une question culturelle. Elle est culturelle. L'homosexualité. Et quand on parle aujourd'hui de la culture, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde, on dit, État-nation. La culture, en réalité, qui caractérise la plupart des peuples de la Terre, elle est occidentale. Même si, selon les différentes régions, les peuples ou alors les populations ne sont pas représentatifs du même niveau de compréhension des choses. Et c'est ça, en fait, qui peut expliquer, vous allez bien voir, je peux dire la finesse, justement, de la communication du chef de l'État sur la question. Donc, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de problème à cela, mais seulement, comme on sait que la population est très, très hostile, sachant que la population représente une force importante, il est de bonne guerre justement de développer des stratégies de communication donnant la possibilité d'encadrer la chose jusqu'à ce que l'on amène si possible la population à l'accepter. Mais président, ta question est tellement pertinente. Mais moi, je voudrais quand même faire une dichotomie entre l'homo naturel, comme m'a dit mon frère tout à l'heure, il y a des homos naturels, ceux-là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Maintenant, la majorité, apparemment, c'est des homosexuels comme pratique de domination des uns vis-à-vis des autres. C'est cette homosexualité-là qui, au Cameroun, n'est pas clarifiée. Il vient de le dire tout à l'heure, M. Manson. Il vient de dire que les propos du plus haut citoyen sur ce sujet ne sont pas clairs, comme en Ouganda, par exemple, comme au Sénégal, par exemple. Le président Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, avait été clair et violemment clair vis-à-vis, à l'endroit du président Obama à l'époque, pour dire qu'au Sénégal, ils ne veulent même pas en parler. L'Ouganda aujourd'hui souffre des affres, il y a plein de crédits qui sont suspendus du fait de décisions. L'Ouganda est clair dessus. Au Cameroun, on parle de machin, on parle de trucs. Donc, à ta question, Bertrand, effectivement, il ne ressort nulle part que c'est le problème de LGBT qui est la conséquence de... Donc, pour dire quoi? Il vient de le dire. Pour dire qu'au Cameroun, la gouvernance, de façon générale au Cameroun, comment dirais-je, elle est encore ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a des positions ambivalentes sur ce sujet. Il n'y a rien de clair. Certes, la loi
La loi l'interdit, mais la loi est faite pour être appliquée. Et c'est le gouvernement qui permet l'application des lois. Manifestement, ce n'est pas le cas. On ne va pas rentrer sur des événements récents. Ça pourrait être une stigmatisation. On pourrait penser que c'est une stigmatisation. Mais on a vu des choses incroyables au Cameroun il n'y a pas très longtemps. Je ne dirais pas lesquelles. Tout le monde, tous les Camerounais à peu près normaux, qui ont un portable normal, savent de quoi je parle. Donc pour dire que, je me répète, et je fais l'histoire par là, que ce problème n'est pas politiquement réglé au Cameroun. Certes, la loi est là, comme il disait, mais la loi, il faut qu'on l'applique. Bran Kamga, on a quand même aussi vu récemment le REDAC faire une sortie assez musclée contre les pouvoirs publics au lendemain de la vidéo où on voyait Longa se faire copieusement torturer, molesté par les gendarmes, par les forces de sécurité, dans les locaux d'Assemil du côté de Douala. Le REDAC a quand même sorti, a été très 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 dur contre les pouvoirs publics dans cette affaire-là. La vidéo circule encore. On se demande aussi pourquoi c'est après cette vidéo qu'on suspend le REDAC aujourd'hui. Le REDAC a fait pire que ça à l'époque. Il parle pour l'homosexualité, on n'en parle pas. Longa sort, ils font une vidéo, ils appellent même à ce que le Cameroun soit véritablement convoqué devant le Conseil des Nations parce que la torture a fait son nom au niveau du Cameroun. Juste après, on suspend le REDAC. On va faire un corollaire avec ça. On parle de torture, on suspend, l'homosexualité, on ne suspend pas. Est-ce que ce n'est pas cette vidéo aujourd'hui qui est peut-être venue sonner le glas dans le Cameroun? On a dit cette chose-là, n'en parlez pas. Restez à votre homosexualité, mais ne venez pas parler de la gouvernance en termes de gestion de sécurité au Cameroun. Vous arrivez là, on va vous frapper. C'est la ligne rouge que vous avez franchie. Je pense en toute humilité qu'il n'y a pas de lien entre la dénonciation de la torture de Longa et cette suspension, parce que le REDAC n'est pas le seul organisme ou la seule organisation qui a épinglé ouvertement le gouvernement dans ses pratiques de torture et bien d'autres encore. Mais je voudrais dire, restons peut-être concentrés, parce que si ça avait été le cas, je pense que plusieurs autres organisations auraient été suspendues. Parce que je rappelle que le cas de Longa est bien porté par des organisations de la société civile, par des ONG qui sont connues et qui exercent officiellement et légalement en territoire camerounais. Et c'est un dossier que je connais très bien, le REDAC. Je pense que est certes partenaire à cela de par ses missions régaliennes de défense des droits de l'homme, mais l'organisation qui porte véritablement le dossier de Longa est ailleurs. Donc si ça avait été ce motif-là, je pense qu'on aurait eu en toile de fond d'autres organisations qui soient suspendues pour avoir dénoncé le cas de torture de Longa. C'est toi qui as la parole. Il se trouve que parallèlement, le REDAC aurait plus d'argent que les autres. Oui, c'est pour ça, ouais. Justement, monsieur, c'est la raison pour laquelle je dis nous devons rester concentrés, parce que pourquoi ce REDAC a plus d'argent que les autres? D'où vient cet argent? Oui. Le circuit est-il connu? Et c'est là qu'on rejoint donc la suspension du ministre de l'administration territoriale qui dit Madame REDAC, vous avez des financements dont l'origine n'est pas connue. Parce qu'il doit être clair, il faut qu'on soit clair sur la question. Si vous avez des financements qui viennent d'un lobby d'homosexuels, vous devez clairement les mettre dans votre rapport. Et là encore, si vous parvenez à mettre cela dans votre rapport, il est tout à fait normal que le ministère de l'administration territoriale vous sanctionne ou vous suspende. Parce que l'homosexualité étant une activité illégale, vous ne saurez être financé par des lobbies qui défendent ce qui est interdit. Donc, je le redis encore, nous avons un peu de temps. On espère que le ministre de l'administration territoriale va davantage édifier l'opinion publique sur ce qu'il appelle source illégale de financement. Et comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, s'il est avéré que c'est le cas, vous comprenez que l'État
est attaqué à ce niveau, parce que là, on parlera de financement illégal. On ne connaît donc pas les tenants et les aboutissants de cela. S'agit-il simplement de poursuivre la lutte pour la défense des droits de l'homme? S'agit-il d'autre chose? Les responsables devraient donc être interpellés pour répondre de leurs actes. Mais pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que le MINAT vous dit financement illégal, vous restez d'abord sur le côté. On attend donc la suite. Il faut que cette affaire-là soit clairement clarifiée pour que les Camerounais aient la bonne information, l'information complète. Parce que j'imagine que la suspension n'est qu'une deuxième étape. Parce que la première étape, c'est la possession des informations compromettantes sur les sources de financement. Le deuxième acte est certainement cette suspension. On attend le troisième, le quatrième et même le cinquième acte et qu'on soit définitivement édifié sur la question. Franck Masson, il y a quand même eu les deux premières raisons évoquées par le ministre qui nous interpelle, financement illicite. Illicite exorbitant, inadéquat avec les projets et activités. Voilà. Et deuxième motif, c'est activité de nature à porter atteinte au système financier. Je pense quand même qu'à ce niveau quand même d'information, lorsqu'on écrit ça, ça veut dire qu'on a un certain nombre de données sur lesquelles on s'appuie pour le faire. Lorsque nous sommes dans un pays quand même où on peut convoquer des crises aujourd'hui, ça veut dire que quand l'argent circule de manière abyssale et illicite, ça peut aller dans beaucoup de couloirs qui peuvent déstabiliser le Cameroun. Lorsqu'on a une activité de nature à porter peut-être au système financier, déjà qui n'est pas un système au Cameroun, on va dire, véritablement assis sur un socle solide, et qu'on donne simplement 3 mois de suspension au REDAP, est-ce qu'il y a une logique? Des faits aussi graves qu'on a convoqués. Voilà, et seulement 3 mois. On donne simplement 3 mois de suspension. Est-ce qu'il y a une logique véritablement en cela? Parce qu'il n'a pas dit la bagarre. C'est pas des motifs, c'est pas banal ce qu'il dit. C'est des choses suffisamment graves. Même si on ne connaît pas de forme, c'est quand même suffisamment grave les faits convoqués. Mais lorsqu'on va au niveau de la sanction, on dit 3 mois de suspension. On a l'impression que beaucoup disent que c'est même comme si on blaguait, comme si c'est un blague, comme si c'était un avertissement pour dire justement que ne parle plus de tel et on te libère encore dans tes activités. Est-ce qu'il y a une logique véritable lorsqu'on voit les faits évoqués et la sanction qui a été donnée? Bien sûr, il peut y avoir une logique, même si cette logique n'est pas la mienne. C'est une communication, elle pourrait être une communication à caractère dissuasif. Une communication à caractère dissuasif pour dire que si vous excellez dans votre démarche, selon que l'on pense que la démarche nuit aux intérêts partisans, on va vous taper dessus. Maintenant, je voudrais revenir sur la question du financement. Vous savez, il est vrai que l'État a le droit justement d'avoir une connaissance parfaite sur la racine des financements, surtout quand ces financements viennent de l'extérieur. Mais je pense que dans une configuration où on vous dit que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs, où la grande frange de la population camerounaise sur le seuil de la pauvreté, on devrait plutôt se poser la question à savoir à quoi est-ce que ces financements sont destinés. Est-ce que ces financements ne participent pas plutôt à l'amélioration des conditions de vie des petites populations? Je pense que c'est à ce niveau justement que l'on devrait plutôt mener des investigations. Bon, maintenant, le REDAC pose des actions de philanthropie. Oui, c'est pourquoi je dégage justement la réflexion, puisque moi je n'ai pas de détails sur les actions qu'il pose. Non, il défend l'homosexualité, c'est officiel, c'est une action que tout le monde connaît. Oui, mais je ne pense pas qu'il se limite qu'à l'homosexualité. Il excelle dans ce domaine. Oui, mais le problème c'est que ça ne fait, mais vous avez vous-même dit, ça ne fait justement pas partie des motifs pour lesquels ils sont suspendus. Donc moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Pourquoi ça attire l'attention de... Oui, mais maintenant, moi je voulais dire une chose. Si mon co-panéliste, M. Kamunga, a raison sur
le droit textuel qui englobe, qui gère cette situation. Financement, un État normal doit veiller. Mais moi, je vais dire cette histoire sur l'angle politicien. Moi, je me pose la question. La suspension de 3 mois permet au REDAC de régler quoi? Après 3 mois, le REDAC va recommencer ses activités. Qu'est-ce que le REDAC aura réglé en 3 mois? Est-ce que le règlement, il est question au REDAC de demander aux financiers extérieurs d'arrêter de le financer? Est-ce que l'État du Cameroun aura investigué davantage pour savoir à quel niveau ces fonds extérieurs déstabiliseraient ou pourraient déstabiliser? Moi, je pense qu'on est dans une phobie de la déstabilisation. Je ne sais pas de quel milliard bénéficie le REDAC. Pourquoi on pense à la déstabilisation du Cameroun? On met ce concept à toutes les sauces. Moi, c'est une frilosité qui, pour moi, est la preuve d'un système vieillissant. Un système vieillot même, qui a peur de tout et de rien. Qu'est-ce que le REDAC a comme fond, comme capital pour déstabiliser le Grand Cameroun? Moi, j'ai dit qu'on est dans une... Et surtout que la peine n'est pas à la hauteur de la gravité de ce que l'arrêté de suspension ressort. C'est ça, les véritables... moi, je me questionne à ce niveau. 3 mois seulement pour des choses aussi graves. Voilà, 3 mois, du moins, comme on l'a dit, du moins, il y a un consensus qui se dégage sur le plateau. On souhaite que le ministre aille au fond de cette histoire pour qu'on puisse savoir de quoi il en ressort véritablement, parce que beaucoup de Camerounais qui ont vu ça attendaient quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas lu, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Pour que le ministre nous explique ce qu'il entend par financement illicite et exorbitant, inadéquat à la pratique de l'activité. C'est important qu'il puisse nous le dire, qu'il nous dise ce qu'il entend par activité de nature à porter atteinte au système financier. Ça veut dire... C'est grave. C'est quand même grave. Ça veut dire que le REDAC blatterait des milliards. Voilà, ça veut dire que c'est quand même très, très, très grave. Mais ce n'est pas seule l'affaire grave qui a pignon sur eux au Cameroun. Tous les Camerounais ont pu voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous ceux qui ont un téléphone normal, tous ceux qui suivent la télé, la radio, qui lisent les médias, on s'est pas tombé sur cette activité qui continue à faire les choux gras de la presse. Je convoque ici l'affaire de Maître Tanfou Richard, qui, on a vu les vidéos circuler à Monjo Vision, se faisait complètement écraser, marcher dessus, tabassé par des gendarmes du côté de Douala Bonabéry. Ça, il faut qu'on puisse le dire, alors que les médias, la société civile scandaient depuis le retour, ce qui se passe, condamnaient le silence des pouvoirs publics. Depuis un certain moment, il y a quand même, on appelle ça quoi, une note d'enquête, on va dire comme ça, de la gendarmerie qui circule, qui nous dit quand même que l'affaire serait au niveau du tribunal militaire à Douala, où on met en cause en même temps Maître Tanfou et les gendarmes. On va essayer d'en parler tout à l'heure dans le cadre de cette émission. On va essayer de comprendre le contexte Brand Kamga. Voilà, un avocat au barreau du Cameroun qui va défendre son client parce que il y a une convocation, il ne veut pas que son client soit amené de force sur prétexte d'une convocation qui se fait molester, complètement bastonné, piétiné même derrière le pick-up, au vieux su de beaucoup de témoins au niveau de Douala Bonabéry. Ça revient quand même mettre au devant de la scène la problématique de violence policière aujourd'hui. On dit policière pour englober toutes ces forces. On peut là aujourd'hui, ça nous ramène là tout de suite à Mathias Zogo qui n'est plus mort sous le coup des forces de l'ordre de sécurité, complètement bâtonné, torturé, mort aujourd'hui à preuve. Les services d'intelligence, beaucoup de sont aujourd'hui en Koningui, sont écroués. On va suivre l'enquête. La longueur qu'on évoquait il y a quelques minutes. On va mettre Tanfou qui subit quasiment le même sort. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que
la violence policière, la torture est un modus operandi qui est ancré dans les mœurs de ceux qui sont censés nous sécuriser au Cameroun. Est-ce que c'est dans leur ADN, bien c'est des actes spontanés qui arrivent alors qu'à la réalité, ils sont conscients que ça ne devrait pas arriver? Ils sont très conscients de ce qu'ils font et ils savent qu'ils ne doivent pas le faire. Parce que, sous réserve de l'identité réelle de ceux qui ont commis cet acte, je pense qu'ils appartiennent bel et bien à la gendarmerie nationale. Oui. Et les gendarmes au Cameroun sont le corps des forces de défense et de sécurité qui maîtrisent le plus le respect des droits de l'homme. Il faut que les Camerounais le sachent clairement. Et donc, les gendarmes sont avant tout des officiers de police judiciaire. Parce que leur formation dure entre 1 an de plus que les autres corps. C'est-à-dire, vous êtes militaire, vous sortez de l'école, vous entrez en fonction 8 mois ou 1 an avant celui qui est gendarme. Parce que lui, il reste faire quoi? Il reste étudier le droit. Et il prête serment parce qu'il est officier de police judiciaire. Mais malheureusement, au Cameroun, on voit ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent... Parce que la différence entre le militaire et le gendarme, c'est que le militaire, lui, il agit. Il agit de manière, entre guillemets, naturelle. Lui, on lui dit, allez me maîtriser les Awara. Lui, quand il arrive sur le terrain, il use de tous les moyens, y compris de la force physique pour maîtriser Awara. La différence donc avec le gendarme, c'est que le gendarme, lui, il connaît le droit et il connaît les canons d'intervention à X ou à Y niveau. Et donc, malheureusement, au Cameroun, on a des officiers de police judiciaire qui violent la loi. C'est-à-dire, ils violent le code pénal, ils violent le code de justice militaire et ils violent l'ensemble des batteries ratifiées par le Cameroun en termes de défense des droits de l'homme. Parce que le Cameroun a 2 grands instruments qui lui permettent, n'est-ce pas, d'éviter les violences. Il y a la Convention contre la violence que le Cameroun a ratifiée. Il y a le Pacte international relatif aux droits civils que le Cameroun également a ratifié, les 2 respectivement en 1984 et 1986. Et donc, nos gendarmes ne devraient pas mettre la main sur qui que ce soit. Ils doivent faire très attention parce qu'ils sont les plus exposés. Je le dis toujours parce que j'ai, bon, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, j'ai beaucoup d'amis gendarmes à divers niveaux, à divers niveaux de la société. Et permettez que je partage avec vous cela. Régulièrement, je leur dis, vous êtes très faibles. Ils sont les hommes en tenue. Dans l'imagerie populaire, on croit qu'ils sont forts. Or, ils sont les plus faibles. Parce que je peux user d'un certain dégagement face à certains hommes en tenue, mais eux, ils sont appelés à l'extrême retenue. Parce que le coup de poing qu'un civil attribue à un civil n'est pas juridiquement condamné au même niveau que le coup de poing qu'un homme en tenue donnerait à un autre homme en tenue ou à un civil. Et donc, ça fait des hommes en tenue des hommes juridiquement très faibles et très fragiles. Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi en 2024, ces hommes qui sont censés protéger les populations mettent en danger la population. Et de surcroît, vous parlez d'un avocat, un grand défenseur des droits de l'homme. Si on arrive à mettre à tabac, parce que l'avocat c'est un auxiliaire de la justice, si on arrive à mettre à tabac dans des conditions violentes et barbares un auxiliaire de justice, qu'en est-il des personnes, des citoyens lambda? Qu'en est-il des taximens, des pousseurs, des benskins? Parce que l'avocat, entre guillemets, n'est pas quand même n'importe qui. Je ne suis pas pour ceux qu'il faut tabasser le benskiner et protéger l'avocat. Parce qu'avant tout, nous sommes des êtres humains. Nous avons, n'est-ce pas, le droit à la sécurité, nous avons le droit au respect et à tout ce qui va avec. Mais
si on le fait sur un auxiliaire de justice, ça signifie qu'on a atteint le comble, on atteint le paroxysme en termes de violation, en termes de torture. Et cela venant du Cameroun. Je vous rappelle que le Cameroun, nous blaguons avec le Cameroun. Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays, je suis désolé. Je respecte beaucoup nos forces de défense et de sécurité pour le travail qu'elles abattent au quotidien. Je respecte beaucoup nos institutions. Je respecte beaucoup tous les textes et documents qui avaient été ratifiés pour protéger les Camerounais des violations, des tortures, des actes criminels et bien d'autres encore. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont ceux qui sont censés nous défendre qui commettent ces actes. Je suis désolé, en 2024, ça ne devrait plus passer. Bon, je ne sais pas rappeler que ce plateau est attendu, Mme Florence Dikoumé, communicant du RDPC qui était programmé sur ce plateau. Mais le RDPC estime que la thématique est très explosive. Ils ne veulent pas. Ils prennent part. Ils étaient invités sur ce plateau. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas là. Nous, on avance dans le C'est normal, ils n'ont pas de quoi se défendre. Dans le traitement de cette problématique pour la gouverne de nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. Docteur Marc, il faut quand même aussi, c'est important de dire que le problème avec Maître Tanfou arrive une semaine après que le gars Setoga, Cède au Cameroun, a sorti une note qui demandait aux gendarmes de faire dorénavant preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de leur fonction. Aujourd'hui, on a l'impression que même dans la chaîne de décision sécuritaire au Cameroun, dorénavant devient inaudible. Ce que les patrons disent, ça ne s'exécute plus. Les gens font comme ils veulent. Oui, comment comprendre ça? Oui, mais Bertrand, moi je vais vous dire une chose très rapidement. Mon âge me permet de vous informer, certainement vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vécu ça, que la problématique de la torture au Cameroun, ce n'est pas une nouveauté. Monsieur Gamga, moi je ne vais pas être gentil avec ces gens-là. J'ai vu depuis ma tendre enfance, j'ai grandi à EDA, dans les années un peu compliquées, post-indépendance, je peux en parler. Je dis que la torture est dans l'ADN de nos forces de maintien de l'ordre. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'on appelait à l'époque la BMM, la fameuse BMM. J'habitais à EDA, mon papa était fonctionnaire à l'époque là-bas. J'habitais à moins de 50 mètres d'une BMM. C'est insupportable. Moi, vous êtes gentil, hein, mon jeune frère. Mais moi, je ne suis pas du tout gentil avec les je veux être gentil. Hein. Nos forces je ne veux pas créer des problèmes à H3. Mais je ne suis pas gentil, je peux pas être gentil avec ces gens-là parce que du haut de mon âge, je me répète, j'ai vu des choses qui sont récurrentes aujourd'hui. Et la symbolique de l'avocat en tant qu'auxiliaire de la justice, en tant que défenseur primaire des forces de loi, je dis primaire parce que quand vous avez un problème devant la justice, c'est le premier auquel vous n'allez pas forcément voir le REDAC. Je ne sais pas trop, tout le monde ne connaît même pas le REDAC, mais l'avocat, on en connaît partout, à gauche, à droite. Pour dire que c'est extrêmement grave. On ne peut pas aujourd'hui, ce n'est pas un épiphénomène, la torture qu'on voit là, ce n'est pas un épiphénomène. C'est dans l'ADN de nous. Parce que les jeunes militaires d'aujourd'hui, gendarmes, sont formés par des gens, les tortionnaires d'il y a 30-40 ans. Je ne dirai pas de nom ici parce que je n'ai pas engagé la chaîne. Mais j'ai vu des choses, moi, à EDA. Et ils sont encore en place. Des gens qui actionnaient le verrou de la torture. Donc, ce n'est pas un épiphénomène, cher copanélistes. C'est dans notre ADN. Il faut vraiment que nous passions à autre chose. On ne peut pas parler de démocratie avec un avocat, quelles que soient les raisons pour lesquelles, je dis comme toi également, il n'y a pas que l'avocat, il y a tout simplement le citoyen. Parce qu'on ne peut pas dire que bastonner un Bensikiner est plus normal. Mais je dis que pour la symbolique, l'image d'un pays, l'avocat, c'est quand même le premier garant du citoyen lambda. Et c'est grave. Moi, j'ai dit, maintenant, il veut faire des parallèles entre les actes posés par Tanfou et ils sont au tribunal militaire. On veut trouver un parallélisme pour justifier. C'est injustifiable, Bertrand. Et je dis vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Et le REDAC, ils sont frileux. Pourquoi sont-ils frileux? C'est ça ma question. Et je vous la renvoie. Pourquoi sont-ils frileux à la veille de 2025? Ça va dans tous les sens, c'est incroyable. On devrait être arrivé à un niveau de sérénité
Mais je pense qu'il y a des groupes de pression qui dorment plus suffisamment bien. Et je ne sais pas pourquoi. Quand on voit que l'opposition même, l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun, est dans une situation de délabrement avancé. Je parle notamment de l'UPC, mon parti, qui est dans un état de délabrement avancé. Donc je ne sais même pas pourquoi ils ont peur. Il faut peut-être espérer les sociétés civiles. Ils le savent. C'est pourquoi le REDAC, qui fait partie, qui est un maillon fort de la société civile au Cameroun, parce que les partis sont couchés. Oh, les alliances qu'on fait là, c'est des alliances contre nature. Je ne suis pas sûr que ça donne. Cependant, ils commencent à penser qu'effectivement, la société civile, elle, pourrait faire l'affaire. Alors, je voudrais, avec votre permission, apporter cette précision. Monsieur Maher, je respecte votre âge, vous avez vécu des choses peut-être que nous autres, nous ne vivons pas. Vous avez évoqué la BMM à l'époque. Là, nous sommes dans les années 50-60. Non. Mais moi, je parle de la BMM des années 65. Je n'étais pas voilà, 50. 65. Je voudrais quand même préciser à l'attention de nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous écouter, qu'entre 1965 et 2024, les choses ont beaucoup évolué. Je vous ai parlé par exemple du pacte international relatif aux droits civils qui a été... Parce qu'il y a des instruments juridiques qui protègent aujourd'hui les Camerounais contre la torture. En 1965, il n'y avait pas ça. Et de deux, je ne suis pas ici porte-parole du ministère de la Défense du Cameroun, mais je dis que entre 1965 et aujourd'hui, les gendarmes, les militaires sont mieux formés au respect des droits de l'homme. C'est ce que je voudrais, c'est cette précision que je voudrais apporter. Entre ces deux époques, ils sont mieux formés aujourd'hui et ils le savent. Je vous ai dit, les gendarmes, les forces de défense et de sécurité sont très vulnérables devant les populations civiles. Et je vous le dis, vous Camerounais, sachez que vous êtes mieux protégés. Vous êtes tellement à l'aise quand vous êtes devant un militaire, tellement un gendarme. Parce qu'il y ait problème à quelque niveau que ce soit, il est bien formé pour savoir comment il doit agir. Il est bien formé pour savoir comment il doit se comporter. Juste une seconde par rapport à ce que mon frère dit à propos des conventions, des formations. Vous savez, moi je suis du domaine de l'emploi. Nous avons ratifié exponent toutes les conventions liées au travail qu'on ne respecte pas du tout au Cameroun. C'est mon domaine de prédilection. Oui. Je prends juste un exemple, le travail des enfants n'est pas respecté au Cameroun. On a pourtant ratifié. Donc le Cameroun, j'ai peur de le dire comme ça, mais nous sommes dans un État qui ne respecte pas ce qu'il a signé. En matière de travail, je ne parle pas des conventions. On a signé toutes les conventions du monde sur le plan textuel. Notre pays a signé tout. Tout ce qui devrait permettre qu'on soit dans un pays normal. Malheureusement, à l'application maintenant, on vit le contraire. On est dans un début d'ensauvagement grave. Les avocats qui passent à la trappe, des chanteurs qu'on bastonne pour une chanson chanteuse, je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, je voulais juste dire que nous avons ratifié plein de conventions. Nous ne les respectons pas. Voilà, Franck Manson, je vais emprunter le jargon au docteur Marc, ensauvagement. La torture au Cameroun est dans l'ADN de nos forces de défense et sécurité. Il l'a dit depuis moult années et ils le font. Mais à l'époque, ils le faisaient de manière discrète. Ça veut dire qu'ils le faisaient, mais sans émouvoir la population. Quand le juge arrive à le faire en public, devant les spectateurs, à filmer les tortures, parce qu'ils filment les tortures, après ils voient des réseaux eux-mêmes. Le message c'est quoi? C'est qu'ils ont atteint une dimension irréversible, ou bien ils affirment dorénavant qu'on le fait à Mondovision aux grandes dames et détriment des conventions qu'on a signées avec l'extérieur, qui fait du Cameroun un pays aujourd'hui où les droits de l'homme doivent être respectés. Comment comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait dans l'ombre se fait en pleine lumière et ils s'en foutent carrément de cet aspect des choses? Est-ce que véritablement on atteint l'ensauvagement à ce niveau? Ce fait que revenir au statut pour s'enterrer, c'est très difficile. Déjà, je tiens à nous rappeler que la violence, c'est un signe de faiblesse. Peut-être pour ceux qui pensent le contraire. Parce que quand vous avez le contrôle et la maîtrise absolue de votre sujet, vous n'avez pas besoin d'user, de faire usage de la violence. Absolument pas. Et
vous savez, nous sommes dans une configuration extrêmement difficile. Nous avons en face un régime qui a travaillé à appauvrir les populations. Et ce régime, en même temps, n'a pas travaillé à créer justement une certaine lucidité au sein de l'opinion nationale. C'est ce qui explique le fait que quand une situation survient au Cameroun, on l'analyse avec beaucoup d'émotion, de manière partisane. Mais pourtant, les situations, nous devons les analyser de manière objective. Quand j'ai dit ceci, voyez-vous la situation qui oppose Maître Tamfou aux gendarmes. Je pense que Maître Tamfou, un avocat très avisé, n'avait forcément pas besoin de s'opposer justement à ce que l'on amène son client. Un avocat avisé dans une configuration où la violence est exercée sur les avocats, parce que ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire qu'on a un pléthore d'exemples. Il devrait déjà comprendre que nous sommes vraiment en face d'un système fragile. Et je le dis, certains hommes en tenue sont très 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 mal à l'aise quand ils se trouvent face à quelqu'un qui les rappelle la loi. Ils n'aiment pas le rappel de la loi. Il y a une sorte de complexe qui fait en sorte que l'on perde totalement la lucidité. Donc, Maître Tamfou, je pense qu'il devrait avoir cette appréciation, c'est-à-dire l'âge. Parce que les avocats les plus habiles créent souvent face à une configuration pareille, face à un régime pareil, ils exploitent les failles, ils poussent justement l'adversaire, et ce sont les failles, oui, à bout, et ce sont les failles en fait qui sont exploitées, et on va taper sur la loi. Même si on a l'impression que quelque part, ça n'aboutirait à rien, mais ça révélerait davantage l'incohérence justement de ceux qui dirigent. Est-ce à dire justement que le gendarme avait raison? Non. Dans la réalité, le gendarme devrait être soumis, je dis bien, à la rigueur de la loi. Voyez-vous, vous avez d'une part le gendarme et l'avocat qui tous sont dépositaires de l'ordre républicain. Ça veut dire que dans le fond, ils sont tous la représentation de la personne morale qui renvoie à la République. Donc, dans le fond, chacun devrait donner la possibilité à l'un et à l'autre de jouer son rôle pour construire une nation extrêmement puissante. Basée sur la loi. Mais maintenant, vous savez, il y a une rupture. Il y a une rupture justement qui caractérise la plupart des agents publics, c'est-à-dire rupture entre leur personne et l'État. C'est cette rupture qui fait justement en sorte que, face justement à une situation, on est dans la défensive de sa petite personne, la défensive d'une caste d'individus, la défensive d'un parti politique, ou alors la défensive justement d'un intérêt particulier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la plupart du temps, les hommes en tenue sont très souvent justement utilisés pour défendre les intérêts d'une caste d'individus. Je pense qu'il faut le dire de manière claire. C'est ce qui explique un peu tous ces dérapages, toutes ces dérives justement que l'on observe. Et j'avais sorti en disant ceci, je me suis rappelé d'une citation qu'un penseur avait dit, il avait dit, dans une république qui est en train d'aller à sa fin, la plupart des temps, les lois qui sont prises sont des lois folles. Les décisions qui sont prises, autant pour moi, sont des décisions folles. Voilà, bande Kamga, est-ce que parce que le régime serait frileux ou parce que dorénavant, les forces de défense et sécurité seraient extampillées de forces qui usent de force, exotologie, pour atteindre l'objectif à tous les prix, qu'on devrait lever les bras. Franchement, on dit, lorsqu'on sait que sont là qu'ils sont, on laisse quand même qu'ils fassent pour exploiter les failles de la loi. Lorsqu'on vous apporte une convocation qui ne fait pas office, ce n'est pas un mandat d'arrêt. Hein? L'avocat vient vous dire, écoutez, la convocation, c'est pas un mandat d'arrêt. N'arrêtez pas cette personne. C'est une convocation, il va se présenter, ça dégénère. Est-ce qu'au motif qu'il soit aujourd'hui des forces qui instaurent la violence pour s'affirmer, il faut véritablement qu'on baisse les bras pour exploiter les failles?
Est-ce que ce n'est pas de trop, cette manière de faire les choses? Est-ce que ce n'est pas le fait que les Camerounais soient résilients, baissent des bras, fassent en sorte qu'aujourd'hui, ils puissent amplifier leur manière de faire des choses? Aujourd'hui, la torture quitte de la partie officieuse à quelque chose de très officiel qu'on peut faire devant les populations et on s'en fout dorénavant. On peut torturer dans son bureau, on filme et après on envoie sur les réseaux sociaux comme si c'est légitime, c'est légal dorénavant. On doit comprendre qu'on doit vivre avec ça. Non, je pense que l'usage même de la force doit se faire de manière proportionnelle. C'est-à-dire on use de la force. Et donc le gendarme n'use de sa force que s'il y a une situation d'extrême gravité, d'atteinte à l'intégrité d'une personne ou alors du territoire. Et pour le cadre du Cameroun, jusqu'ici, gendarmes et militaires doivent faire recours à leur force uniquement à l'extrême nord du Cameroun contre Boko Haram et dans la partie du Nozo contre ceux qui, là encore il faut être précis, ceux qui extrapolent en tuant, en pillant et bien d'autres encore. Je ne voudrais pas rentrer dans l'affaire de sécession et bien d'autres encore. Là, c'est un tout autre débat. Mais je dis ceci, il est inadmissible qu'en 2024, on soit encore en train de se faire bastonner par ceux qui sont censés assurer notre sécurité. C'est inacceptable. Et Monsieur Manson l'a dit tout à l'heure, peut-être ces gendarmes auraient été poussés à bout. Moi, je n'ai pas toute la chronologie, l'exactitude des faits, parce qu'au même moment, il faut éviter de se faire manipuler par les réseaux sociaux et par d'autres sources d'informations qui ne seraient toujours pas crédibles ou fiables. Mais je disais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à M. Mayak, nos forces de défense et de sécurité sont bien formées pour éviter tout cela. C'est-à-dire, quand vous avez affaire à un avocat, lui, il connaît sur quel pion ou alors sur quel bouton appuyer pour vous faire mal. Et vous devez éviter cela au maximum parce que tout cela joue en sa faveur. Sauf si vous arrivez à lui ôter la vie. Parce que quand on a ôté la vie à quelqu'un, c'est autre chose. Vous n'êtes plus là pour vous défendre et bien d'autres encore. Mais c'est pour ça que moi j'ai envie de saluer Maître Richard Tanfou pour lui dire qu'il est un héros. Il a réussi à appuyer où ça a fait mal. Il a réussi à faire sortir ces gendarmes de leur gond et ils ont violé leurs propres règles. Parce que dans le rapport de procédure qui a été fait par le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, il est clairement évoqué fait infraction à l'encontre des gendarmes. Il y a entre autres abus de confiance, blessure légère et violation de consigne. Ah, je suis désolé de vous le dire, lorsque vous violez la consigne à la gendarmerie nationale ou alors globalement au sein des forces de défense et de sécurité, vous êtes exposé par l'article, je crois c'est l'article 40, alinéa 1 du Code de justice militaire. Donc vous devrez, si vous êtes reconnu coupable, passer entre 6 mois et 3 ans en prison. Voilà. Simple violation de consigne. Donc je dis, Monsieur Tanfou a su ou appuyer et il a atteint son objectif en réalité. Parce que, vu que cela s'est passé publiquement, à Mondovision, et il y avait des gens qui filmaient, ça ne peut pas passer inaperçu. Et malheureusement, ces gendarmes vont devoir payer le prix. Parce que le rapport a déjà été envoyé, donc ils sont traduits devant le tribunal militaire. Madame le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Douala a déjà été saisie sur cette question-là, et donc on attend voir la suite. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils doivent payer le prix, et qu'ils payent le prix afin que cela serve de leçon à tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont hommes en tenue, ils ont le monopole de la violence. Nul n'a le monopole de la violence, et c'est clairement écrit. Donc malheureusement, ils sont certainement des pères de famille. Ils sont déjà privés de liberté à titre provisoire et ils doivent devoir subir la rigueur de la loi à ce niveau. Et ça revient donc à ce que je disais au début, ces hommes en tenue juridiquement, ils sont très fragiles. C'est d'une sensibilité à nul autre pareil. Vous avez posé la question, est-ce qu'on est face à un système qui use de la force pour régler les problèmes? D'une part,
Et c'est tout à fait compréhensible. Parce que on est dans un état où on viole. En fait, un artiste avait dit les lois sont devenues les loisirs. Les lois sont les loisirs dans notre pays. Et ça commence où? Je suis désolé. On est en train de parler d'un cas de violation de la loi par des auxiliaires de la justice, parce qu'il faut le dire, l'officier de police judiciaire aussi est un auxiliaire de justice. Il viole lui-même la loi et il est soumis, n'est-ce pas, à l'autorité du chef suprême des forces armées, qui est le président de la République. Et excusez-moi, je vais vous le dire, le premier Camerounais qui viole les lois, c'est le président de la République. Vous allez certainement me demander pourquoi, comment. Ouais, pourquoi? Parce que le 18 janvier 1996, le président de la République a signé la dernière constitution du Cameroun. Il a certainement lu l'article 7, alinéa 4 de la constitution, qui dit que les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou professionnelle. Tout à fait. Et en l'exercice, le président de la République est le président national du RDPC, qui est une fonction publique élective. Il devrait donc, du moment où il devient président de la République, démissionner de ses fonctions de président national du RDPC. Donc le premier qui viole la loi au Cameroun, c'est le président de la République. Et vous vous attendez à ce que ses subalternes respectent la loi, ça pose un problème. Donc, le président de la République lui-même, je respecte l'institution qu'est le président de la République, il devrait prendre les dispositions pour démissionner du RDPC en tant que président national. Il peut rester militant, mais il doit démissionner de sa fonction de président national du RDPC, ce qui amènerait donc le RDPC, qui est le parti au pouvoir, à revoir ses textes et tout ça. Parce qu'on aime bien applaudir. Malheureusement, je déplore l'absence du représentant du RDPC sur votre plateau, qui devrait, n'est-ce pas, davantage nous édifier sur cette question-là. Ceux-là qui se disent républicains et bien d'autres encore, ils doivent revoir le texte et savoir que eux, ils sont dirigés par quelqu'un qu'ils ont installé au pouvoir et qui est le premier à violer. Parce que je ne vois pas, le gendarme, lui, ne représente pas grand-chose dans le maillon de la chaîne. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on utiliserait la force pour régler? Ça va de soi. Malheureusement, je suis désolé. Et aujourd'hui, on viole quand ça plaît, on dénonce quand ça plaît, en fonction des positionnements, des enjeux, des stratégies et bien d'autres. Mais malheureusement, comme je vous le dis, au Cameroun, je reprends cet artiste, je crois que c'est l'artiste Papillon qui l'avait dit, les lois sont devenues les loisirs. Et ça commence au sommet de l'État. Voilà, docteur Jean-Paul Marc, il y a aussi beaucoup d'observateurs qui estiment que cette montée en puissance de la violence maintenue peut aussi relever de loin du profil de ceux qu'on recrute dans les forces de sécurité. À l'époque, on y entrait par conviction, on travaille parce qu'on voulait servir l'État, servir à quelque chose. Aujourd'hui, il suffit qu'un ministre, un enfant qui ait raté sa vie, qui fume le chanvre au quartier, qui n'a pas pu aller à l'école, il prend cet enfant et il met des forces de défense et de sécurité. Il suffit que le premier tartampion du quartier, le million, le milliard, il mette son enfant à l'intérieur. Il y a des enfants qui veulent même servir l'État dans son essence, non pas la chance d'y entrer. Est-ce que ce n'est pas le profil aussi de nous hommes maintenus aujourd'hui qui pose ce problème? Ils arrivent vers leur comportement de gangsters, de bandits qu'ils avaient au quartier, avec la tenue, ils légitiment ça en continuant à poser ces mêmes actes, en tapant les avocats, en torturant les musiciens, en tapant pour venir derrière eux. Est-ce que ce n'est pas ce problème aussi qu'il faut pouvoir le convoquer? C'est pour ça que j'étais en train de dire, je n'ai pas voulu interrompre mon jeune frère Gamga sur l'histoire, sa problématique de la formation. Il n'y a aucune formation sans éducation qui tienne. Vous formez un gars qui est mal éduqué, ça ne peut pas donner, comme on dit au quartier. Ça ne peut pas donner. Et j'en ai comme ça plein autour de moi, des petits délinquants qu'on a récupérés dans les FMO. J'ai dit, déjà que chez nous, la formation n'est pas toujours la conséquence de la compétence sur le terrain. À tous les niveaux d'ailleurs. Quand vous voyez les comportements de nos confrères sur vos plateaux, ça se bagarre, notre ancien dans les universités, ça se bagarre. Il y a un problème d'éducation de fond.
Le couplet qu'on a enlevé de l'hymne là, autrefois tu vécu dans la barbarie, on ne remet pas encore dû l'enlever. Nous sommes encore dans... C'est pour ça que je parlais de l'ADN qui se perpétue. Ce gars qu'on a pris, parce qu'il fait des dégâts au village. Ah, moi j'ai passé 12 ans au sud, j'ai assisté à beaucoup de recrutements, j'ai vu beaucoup de recrutements, du billet, des choses comme ça. Ces choses-là, un observateur que j'étais, je regardais, j'interrogeais. Beaucoup de délinquants sont récupérés dans ces corps-là. Conforme, en l'occurrence, dans le maniement des objets de coercition. Vous formez un ancien bandit, un ancien fumeur, sur le maniement de la matraque ou d'un PA. Vous pensez que vous allez en faire un soldat civilisé? Entre guillemets, non. Donc la formation dont parle M. Gamba, oui, c'est textuel. Il y a des conventions. On a formé des gens, on met les gens à l'école. Comment vous pouvez expliquer à propos de formation qu'au Cameroun, des ingénieurs valident des routes sans caniveau? Ils ont pourtant été bien formés. Il y a des routes qu'on valide au Cameroun sans caniveau. Oh, le B à bas d'une route, c'est le caniveau, qui plus est en zone tropicale comme les nôtres. C'est des ingénieurs pourtant. Mais comment ils valident? On me dira, oui, mais ils sont corrompus. Mais la corruption, c'est une faiblesse. Un ingénieur qui valide une route sans caniveau, c'est comme un officier de police judiciaire qui tabasse un avocat. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne sait pas de quoi. Il a appris des choses qu'il n'a peut-être pas retenues, malheureusement. Donc vraiment, moi, les problèmes de formation au Cameroun, je vous dis, je suis un enseignant dans beaucoup d'espèces de la ville, il y a des espèces où on forme des gens en génie civil qui n'ont qu'un laboratoire de test de matériaux. Enfin bref, les formations, oui, on forme des gens au Cameroun. Et je sortirai par le dernier classement d'ailleurs de la formation globale des universités en Afrique. Même dans les, je sais pas, dans les 50, je ne sais pas s'il y a une université camerounaise dedans. Pour dire que parlons peu, mais vraiment c'est notre pays, arrêtons de mettre un OPJ, il est supposé connaître la loi, comme tu l'as dit. Mais manifestement, dans les actes, on a l'impression qu'il ne connaît pas. Et moi, je dis que c'est dans notre ADN. Je crois qu'il faut encore 2 générations pour qu'on passe véritablement à une reconception. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Nous ne l'avons pas. Regardez comment nous nous comportons dans les rues. Entre les conducteurs d'automobiles, les benzikineurs, comme on les appelle, les piétons, etc. Il y a comme tout fout le camp. Pour un oui ou un non, un moteur. Moi, je me suis fait encercler, je me suis fait cogner à Douala par une horde un moto benzikineur, comme on les appelle. Je gare, et heureusement qu'il y avait des policiers qui ont suivi là. À moins de 2 minutes, j'ai été encerclé par une horde de pas de 200 benzikineurs à la vallée de Senghai. Et j'étais seul. J'ai reçu le relais, voilà les gens de Yaoundé, il a lancé eux, les grosses voitures de Yaoundé. On est dans un ensauvagement global. On ne respecte personne. Tout le monde dit n'importe quoi à tout le monde. Je crois qu'il y a un problème. Il faut reprendre l'éducation morale dans les écoles, qui apparemment, je sais pas, dans les maternelles, s'il y a encore l'éducation morale, civique. C'est terrible. Donc les formations pour formation, et si on est dans la diplomite, puisqu'ils ont les CAT, ces gens qui tabassent tant fou là, il va faire des CAT bientôt, certificat d'amélioration technique, dans leur corps là, et ils vont acquérir des CAT 1, 2, 3, 4, 5. Mais sur le terrain, on tabasse les avocats, il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Voilà, ça me rappelle que j'ai vécu une scène il y a 2 jours. Je rentrais à mon domicile. Je passe devant l'Assemblée nationale qui est nouvellement construite. Bah oui, un monsieur gare sa voiture. Oui. Je dis, il gare sa voiture devant le portail. Il descend, il urine devant le portail de l'Assemblée nationale. Donc il urine sur l'Assemblée nationale du Cameroun. Il était pratiquement 22 heures. Il n'y avait pas de vigile, il n'y avait pas de garde. Je me suis dit, non, on a garé, on demande monsieur, mais qu'est-ce il urine là. On est à côté, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de garde, personne. On vient de construire l'édifice, le boulevard Assemblée nationale, un monsieur reçu à uriner sur le portail. Ça, il y a 2 jours, on a vécu cette... C'est ça notre pays également. Voilà le qu'on s'est dit, il pousse sur l'Assemblée nationale du Cameroun. Voilà, il y a 2 jours. Franc-maçon, est-ce que le problème aussi aujourd'hui, c'est pas le fait que derrière tous ces mots qui minent aujourd'hui nos forces de sécurité, notamment la torture, on a comme l'impression que la haute hiérarchie reste assez taiseuse. Ils ne parlent pas beaucoup.
Ils ne communiquent même pas. Ils font des effets d'annonce et après, on ne voit pas les résultats sur le terrain. S'ils ne gagneraient pas à être plus proactifs, on a par exemple le cas Longueuil aujourd'hui, on se pose encore beaucoup de questions. On ne sait pas si les mises en cause ont même été rattrapées, je sais pas quoi. On a l'impression qu'on a même légiféré ça au Cameroun. Et c'est pas ça qui fait quelque chose qu'aujourd'hui, le moins date que ces personnes posent aujourd'hui en termes de population parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Oui. On peut vous tuer, on peut vous tabasser, personne ne va rien dire. En fait, nous sommes dans une configuration extrêmement complexe. Vous savez très bien qu'on a un parti politique au Cameroun qui est puissant, le parti au pouvoir. Puissant parce qu'il est un parti État, oui. Assez organisé. Il est surtout un parti État. Il est le plus répandu, puisqu'il est en mesure de couvrir les 30 000 euros de vote. Oui, comme l'État, oui. Oui, et il a des moyens. Et à l'heure justement des élections, il est fort probable que ce parti l'emporte. Mais pourtant, au regard des conditions justement de vie de nos populations, des populations, il est clair que ceci augure des contestations. Et vous savez que l'instrument très souvent qui est utilisé pour mater la contestation, ce sont les forces de répression. Moi, en fait, ce sont des réflexions que moi je dégage comme ça. Parce qu'il faut le souligner. Ils ont évoqué quelque chose d'important par rapport à la rectitude morale, justement, même des hommes en tenue. Et pas seulement des hommes en tenue, ça peut s'étendre dans tous les corps de métier. Oui. Je pense qu'il faut déjà que nous interrogions la nature des mécanismes même de recrutement dans les corps de métier. Parce que encore dans le secteur des FMO, je pense que tout recrutement, au préalable, devrait plutôt succéder à une enquête de moralité. Ça se faisait avant. Est-ce que ça se fait? Ça se fait toujours. Est-ce que ça se fait vraiment? Moi, je me pose simplement des questions. Ça se fait toujours. Est-ce que ça se fait vraiment? Je le dis encore, je ne parle pas au nom du... Je ne suis ni employé là-bas. Je ne citerai pas des exemples, mais je ne donnerai pas les noms, mais je connais autour de moi des gamins qu'on a pris, parce qu'ils sont de telle région, qu'on a mis là-dedans. De toute façon, parce que j'ai souvent suivi, avec votre permission, parce que pour avoir souvent suivi le processus de recrutement de ces gens-là, il y a bien une phase d'enquête de moralité. C'était juste une précision. Est-ce que cette enquête de moralité, elle est de qualité? Parce que s'il y a une enquête de moralité, il est clair qu'on ne va pas recruter les personnes dont après la formation serait justement amené à poser des actes pareils. En tout cas, il y a tellement un fort taux. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, la vocation, par exemple, d'un homme en tenue, on dit la défense des biens et des personnes. Je pose toujours la question à savoir, c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que ces individus ne sont plutôt pas formés pour défendre l'État restreint? J'entends ici par État restreint la caste justement d'individus justement qui gouvernent. Et quand vous voyez par exemple un avocat, l'avocat il représente la société civile. Il est un défenseur de la cause civile. Ça veut dire que marcher à tort ou à raison sur un avocat, c'est comme si vous marchez sur toute la société civile. Parce que le gendarme lui-même, je pense que quand il se retrouve dans des situations, dans certaines situations, il a besoin justement d'un avocat. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait donc la différence entre les États dits puissants avancés? Vous ne pouvez pas voir dans des États avancés des hommes en tenue s'acharner n'importe comment sur les populations. Parce qu'ils sont à un niveau de conscience qui les donne de comprendre avec précision que les populations, c'est la ressource fondamentale qui fait tourner l'État, qui fait fonctionner l'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas justement écraser en fait le puits sur lequel on s'appuie justement pour construire la nation. Mais quand vous revenez ailleurs, ce n'est pas ça. On peut toujours se poser la question à savoir, est-ce que la vocation, la préoccupation fondamentale, c'est d'élever le niveau de conscience des populations? Est-ce que c'est vraiment de construire des nations équilibrées? C'est toutes les questions qu'on peut toujours se poser. Vous avez parlé de l'enquête de moralité qui est censée intervenir ou qui intervient dans le cadre du recrutement. Est-ce que lorsqu'on convoque
l'appareil agressif au Cameroun, on a une capacité de donner une enquête de moralité probante. Parce qu'on peut le faire, mais le faire pas de manière efficiente. Lorsqu'on sait, Brian Kamga, que les seuls cas judiciaires quand même, qui attestent quand même de la probité morale de quelqu'un, on peut l'avoir en 2 minutes au tribunal. Dès qu'on arrive, on a donné 2000 au premier gars devant le portail. 1 heure après, vous avez les seuls cas judiciaires. On n'est pas certain si vous avez fait la prison, vous avez des choses, vous avez volé, vous l'avez. Est-ce qu'en amont, ils ont suffisamment quand même pris les garde-fous, en faisant tout ça, Brian Kamga, pour être sûr que les mauvaises personnes ne passent pas à travers le filet? On a l'impression que, en cas de moralité ou pas, tout est mis en œuvre pour que la mauvaise graine se retrouve tout dans l'année. La mauvaise graine, elle est fabriquée aussi. Parce que vous savez, chaque être a son côté animal, je ne vous apprends rien du tout. Mais le Cameroun, en l'état actuel, a toutes les ressources nécessaires pour avoir toutes les informations qui concernent X, où que vous soyez. Je puis vous l'assurer. Et donc, si à un niveau les enquêtes de moralité sont biaisées, c'est fait à dessein. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de savoir ce que M. Bika a fait le matin. La preuve, c'est que lorsqu'on veut le savoir, on les a. C'est tout. Si on veut savoir ce que M. Bika a fait à midi, à minuit, on n'a pas besoin de 3 jours. On le fait, on a tout. Le Cameroun dispose des moyens pour cela. Ce que je dis, c'est que à quel moment l'enquête de moralité est biaisée, c'est parce qu'il y a des intérêts égoïstes qui se cachent derrière. Et je leur ai dit a priori, de manière globale. Maintenant, la question tout à l'heure a été posée, est-ce que cette enquête de moralité est faite de manière objective? Là, c'est une autre question. Mais je le dis, tous ceux qui entrent dans le corps des forces de défense et de sécurité, lorsqu'il y a la première sélection, vous êtes retenu. Avant la phase proprement dite de formation accélérée, il y a une phase d'enquête. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu, je crois, 1300 radiations, quelque chose comme ça, au sein... voilà, au sein... Voilà, je ne fais pas par rapport à la moralité. Non, excusez-moi. Les faux diplômes, effectivement, sont détectés à l'issue de la phase d'enquête par individu, de moralité, par personne. Et on se rend compte qu'à tel niveau, le monsieur, il a menti sur son diplôme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que jusqu'ici, il n'existe pas au sein de ces forces de défense les gens qui n'ont pas... Ils existent bel et bien. Mais c'est fait à dessein. Ce n'est pas parce que... Le problème, il est plus global que ça, à mon humble avis. Et je l'ai évoqué tout à l'heure. On dit souvent au quartier, le poisson lui pourrit par la tête. Même de manière médicale, on constate le décès d'un homme c'est la mort cérébrale. Donc, c'est lorsque le médecin a l'assurance que votre cerveau ne fonctionne plus qu'il vous déclare mort. C'est le cerveau ou le cœur? Et c'est bien la mort cérébrale. C'est bien la mort cérébrale. La mort est constatée par le cerveau. Et non, parce que vous pouvez avoir le cœur qui ne fonctionne pas. Si le cerveau fonctionne, vous n'êtes pas encore mort. Effectivement. La preuve, c'est qu'il y en a qui vivent avec... qui réussissent à survivre artificiellement avec des assistances au niveau du cœur, au niveau de d'autres organes, mais on ne survit pas lorsque le cerveau est éteint. Et le problème du Cameroun, donc, c'est au niveau du cerveau. C'est qu'au niveau du cerveau, ça ne fonctionne plus. C'est ça le problème. Il faut donc revoir tout cela. Parce que mettre tant fois en réalité n'est qu'un prétexte, à mon humble avis, pour parler de ces cas de violence, de ces cas de torture que les populations camerounaises subissent au quotidien. C'est quelque chose qui est légitime. C'est une pratique qui est monnaie courante au Cameroun. En réalité, ça n'émeut personne. C'est la posture de l'homme défenseur des droits, avocat, auxiliaire de justice. Ça amplifie davantage la situation. Mais je pense aussi que les Camerounais doivent prendre conscience de ce que s'il y a manipulation des consciences, c'est parce que la tête du Cameroun, ça ne fonctionne plus. Je suis désolé. Le docteur Maillard parlait d'éducation de base tout à l'heure. Pourquoi on n'est plus bien éduqué au Cameroun? C'est parce que les mécanismes d'éducation de base sont obsolètes, ont échoué, ne sont plus adaptés à l'ère du temps.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un plan de gouvernance qui nous impose la rigueur au niveau de notre éducation de base, au niveau de notre moralité. Pourquoi celui qui est recruté au sein des forces de défense et de sécurité à la base est mal éduqué? C'est parce que le système en place n'a pas travaillé pour que son éducation soit réussie. Docteur Marc, en convoquant le système qui pourrit par la tête, est-ce que l'ultra-centralisation des pouvoirs, quand même, n'est pas le terreau fertile à tous ces mots qui arrivent aujourd'hui? Lorsqu'on est à la tête d'un corps, d'un sectoriel, et qu'on a véritablement pas écouté franchement agir comme on veut, parce qu'en même temps, on gère la magistrature au Cameroun, on gère l'armée, on gère tout, on nomme le ministre des Finances, on va aussi nommer le directeur des impôts, on va nommer, on nomme le patron, le subalterne, finalement c'est les mêmes décrets qui vous nomment, chacun peut faire comme il veut. Parce qu'en réalité, tout revient à vous. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut aussi qu'on peut vivre tout ça? Parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un commet un impair, il peut dire à l'autre, moi je ne dépends pas de toi. C'est le même décret qui nous nomme. J'ai rien à foutre, je fais ce que j'ai à faire. Parce qu'en réalité, à ton niveau, tu peux aboyer de mon champ, mais tu ne peux rien me faire. Tu n'as même pas la capacité de me bouger de mon siège. Et il faut dire qu'il y a aussi des soldats qui sont à ce niveau-là. Il y a des soldats dans des casernes qui tutoient les généraux, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils sont arrivés là au travers des godasses intouchables. Ils sont intouchables, ils font ce qu'ils veulent des casernes, on en parle. Et beaucoup d'eux font partie de ceux qui tabassent, qui tapent les hommes maintenus partout. La preuve, beaucoup sont incriminés dans les affaires et jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. On ne sait pas ce que c'est devenu. Beaucoup même sont incriminés, ont été indexés et ils ont upgrade. Donc on les a même nommés à des postes beaucoup plus élevés. Et ce n'est pas ça aussi qui cause le problème. Entre autres choses. Mais je reviens rapidement un mot sur la problématique de l'enquête de moralité. On peut le faire pour des gens qui font des concours d'entrée à l'EMIA. C'est notre niveau, ils ont même des CNI. Mais les recrutements de masse, là, les soldats, les hommes de troupes, là, qui sont à peine pubères, de quelle moralité, de quelle enquête il peut s'agir? Je vous parle des cas que je vis au quotidien autour de moi. On ne parle pas des gens qui vont au CUS, qui vont à l'EMIA, qui ont déjà une CNI. On recrute à 18-19 ans au Cameroun. C'est eux les tortionnaires de demain. Zéro éducation, je parle du vécu. Je parle même de certains de mes enfants, entre guillemets. Je ne parle pas à la télé pour parler. Je dis qu'il y a les enquêtes de moralité du petit soldat au Cameroun, zéro. Maintenant, on peut tenter de le faire au niveau, n'est-ce pas, des gens qui vont à l'EMIA, qui vont sortir officier dans 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait l'université, ou ils ont le bac en passant. Mais moi, je parle des recrutements régionaux qu'on fait là, des quotas régionaux là. On fait quelle enquête de moralité? Rien du tout. Maintenant, par rapport à l'éducation également, un petit mot aussi. Évidemment, ça ne marche pas. Les parents ont failli, sont dans les bars. Nous sommes dans les bars. L'État, lui, il est ailleurs, lui. Conclusion, nous avons des citoyens aujourd'hui qui ne respectent même pas le pas. Moi, je ne regardais pas mon père dans les doigts, dans les yeux. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et beaucoup d'adultes d'ailleurs, parmi ces enfants-là. Tu es obligé de jouer aux petits copains de ton fils parce qu'ils sont dans un fonctionnement ambiant, périphérique. Tu ne vas pas prendre de bâton pour taper les gens tous les jours non plus. Maintenant, sur ta question fondamentalement, l'extrême centralisation est un problème. Si moi je suis le neveu d'un ministre qui m'a mis à l'armée, par exemple, je peur de rien. Et ce qui plus est, si mon oncle en question est un général, qu'est-ce qu'un lieutenant va me dire? Un capitaine, ça n'a rien à cirer. Puisque de toute façon, on ne peut rien faire sur moi. Et même s'il me punit en tant que gradé par rapport à moi, je vais me plaindre auprès de mon tonton qui est général ou alors qui est ministre des Forces de la Défense. C'est aussi ça, un fonctionnement, j'allais dire, gondouanais, qui fait qu'on ne sait pas très bien qui doit faire quoi. Trop de centralisation, trop comment dirais-je, d'impartialité, d'injustice dans le recrutement. Moi,
pourquoi je travaille au FNA à l'époque, pendant le temps que j'y ai passé. Et heureusement, on nous a fait faire des tests. Après le premier recrutement, le premier directeur général de l'époque, c'était un Français, un Belge plutôt. Et on nous a fait faire des tests. Mais aujourd'hui, dans cet organisme, je n'ai pas dit le nom, je n'ai rien dit, on prend un tour de bras. Comment voulez-vous que les gens aient peur même de la hiérarchie? Parce qu'ils viennent, la godase, comme on dit trivialement, les parapluies, les godasses, ça crée tout un dysfonctionnement et c'est valable dans l'armée. Là-dedans, l'armée aujourd'hui est devenue un nid à matricule. Les gens ne sont pas, ils vont pas pour défendre le Cameroun. Heureusement, aujourd'hui, ça les rattrape. Beaucoup de nos généraux ont fini généraux, ils ont fini généraux sans jamais avoir attiré, même au champ d'entraînement. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour eux, il y a des points chauds. Et encore que dans la logique je veux dire le mot, de tribalisme, il y a des gens à qui on évite d'aller au NOSO, qui fabriquent des faux certificats médicaux, etc. etc. C'est ça le Cameroun. Et tout ça là, le non-respect, on a recruté qui? Je dis globalement, on n'en sait pas grand-chose. Franck, on sait bien qu'avec l'affaire Longa, notamment le Cameroun, et bien d'autres encore, le Cameroun a été quand même convoqué au Conseil des Nations sur l'aspect du respect des droits de l'homme. Il faut le dire. On dit au tribunal. Voilà. des droits de l'homme. Et on sait que ce genre d'histoire peut impacter les indicateurs du Cameroun, notamment en matière de manque d'appui, même des stations touristiques, tout ça, d'investisseurs. Lorsqu'on sait quand même qu'au Cameroun est dans une situation assez précaire financièrement, bon, pour nous, ça il faut qu'on le dise de manière claire. C'est ce qu'on nous dit. De manière claire, parce que si on vous dit quand même que sur les 40 rapports qui sont arrivés à Zambie avec 33 faux, et que la Cour de la Chambre des comptes nous dit qu'ils ont usé de gabegie financière, ça veut dire qu'eux s'en sortent quand même, ils volent beaucoup là-bas, ils s'en sortent. Donc, on va dire précaire pour nous, pour les petits Camerounais, qui ne voient pas comment on gère les budgets de l'État. Si on convoque cet aspect, est-ce qu'on a encore le droit aujourd'hui de salir, d'aviler l'image du Cameroun? Donc on a besoin de ces investisseurs, de cette bonne image pour qu'on puisse espérer un mieux-être demain. On a quand même l'impression que, malgré le problème qu'on a, on rame à contre-courant. On fait tout pour qu'on puisse sortir de cette boue dans laquelle nous sommes entraînés et traînés depuis un certain moment. Comment comprendre ce paradoxe? Oui, c'est simple à comprendre, Bertrand. Déjà, parlant de la question des droits de l'homme, avant de répondre à la question, du point de vue mondial, universel, les droits de l'homme, c'est un instrument qui a toujours été utilisé pour mettre la pression sur des gouvernements dont on estime ne plus être dociles. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand on a affaire à un chef d'État qui sert mieux l'intérêt justement, je peux dire du MEX, ben on ne va jamais vous évoquer la question des droits de l'homme, quelles qu'en soient les conditions auxquelles il va soumettre les populations. Maintenant, si nous revenons à ça veut dire que c'est un indicateur d'affranchissement. Lorsqu'on constate la pression, ça veut dire que le chef d'État n'est plus docile, il veut s'affranchir. Bien sûr, ça veut dire que quelque part, il ne joue plus suffisamment le jeu. On doit en être content, on doit en être content. Il commence à représenter quelque part aussi une menace. Je parle là du haut niveau global. Maintenant, quand vous revenez au niveau interne, quand vous rentrez même dans la structuration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous allez vous rendre compte que les droits de l'homme ne sont pas appliqués. Oui. Puisque les droits de l'homme vous disent que le citoyen a droit à la protection. Par exemple, ce qui s'est passé avec Maître Tamfou, c'est une violation justement des droits de l'homme. Le fait que les Camerounais ne sont pas capables de manger à leur faim, c'est une violation des droits de l'homme. Le fait que les Camerounais n'ont pas d'électricité, c'est une violation des droits de l'homme. Le fait que les Camerounais n'ont même pas la possibilité de s'offrir une éducation de qualité, c'est une violation des droits de l'homme. Le fait que les Camerounais ne sont pas capables, c'est une violation des droits de l'homme. Il y a une pléthore. Le fait qu'on soit interdit de marcher, de manifester. Il y a une pléthore. Manifester, c'est d'exemples basique. Maintenant, pour sortir en répondant à votre question, vous savez, c'est un élément sur lequel je réfléchis. On vous dit toujours que la politique éducative définit le type d'homme dont la société a besoin. Ça veut dire que c'est le modèle de société que vous concevez qui détermine votre politique éducative et qui elle-même détermine le type d'humain. Bon, et ça nous amène à comprendre que
tout comportement est toujours déterminé par le type d'éducation que l'on reçoit. Je me pose donc la question à savoir, la plupart de ceux qui dirigent les pays africains, sont-ils réellement formés pour diriger les pays africains? Sont-ils réellement formés pour plaider la cause collective ou alors... Attendez-vous, Glace. Lorsque sur un parchemin, vous sortez administrateur des colonies, Vous êtes formé pour, oui. formé A pour. priori. A priori, c'est ça. C'est les parchemins de l'époque qui sont administrateurs des colonies. Des colonies, voilà. C'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'a priori, tu es formé pour gérer la colonie. diriger, mais peut-être au détriment de tes propres frères. Peut-être juste pour agir là, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous appelez ici mal-gouvernance, dans la réalité, c'est la bonne gouvernance pour ceux qui l'exploitent. Voilà, bien sûr, on est d'accord. Ça veut dire que quand vous êtes administrateur d'une colonie, cette colonie, en réalité, elle n'est pas votre propriété privée, Oui. même si vous pensez que c'est votre propriété privée. Ce qui fait en sorte que on vous forme de telle sorte que vous ayez une gouvernance qui ne vous profite pas, qui ne profite même pas à votre colonie, mais qui profite plutôt à ceux qui sont propriétaires de la colonie. Ouais. Donc vous comprenez, c'est ça en fait qui explique le caractère approximatif justement de la gestion de nos États. Voilà, monsieur Bran Kamga, on peut quand même ici, évoquer le fait que la torture a déjà fait beaucoup de mal dans notre pays. Du moins, depuis un certain moment, on voit beaucoup de choses qui ne passent inaperçues. Le cas Mathieu Zogouel est le plus flagrant, le plus pathétique. On peut le convoquer ici. Lorsqu'on atteint de telles cimes, lorsqu'on atteint de telles extrémités face à un mal qui commence à avoir pignon sur rue, on peut quand même se dire on atteint le paroxysme. On ne va plus voir ça. Et que après, derrière, ça continue quand même à faire son petit bonhomme de chemin. Est-ce que c'est parce que lorsqu'on atteint au paroxysme, on n'a pas frappé suffisamment dur pour qu'on comprenne que cette chose-là, on ne veut pas ça au Cameroun, on ne veut pas ça dans nos forces de sécurité. Est-ce que c'est parce que le laxisme qui est convocable aujourd'hui, qui est convoqué, d'exemple, la tête à couper. On n'a pas coupé suffisamment de têtes. Et de la manière la plus forte, la plus ferme. Voilà pourquoi les autres aujourd'hui se permettent de continuer à faire ça. Parce qu'aujourd'hui on torture, mais on peut torturer, on tue aussi. Bien sûr. On peut torturer, on tue. On a vu Maïtan Fou qui était couché sous un pick-up et on piétinait la tête. On a le cas de, on appelle l'Américain là qui est mort, George. C'était pareil. Il aurait pu mourir, perdre la vie là. Et ce n'est pas le fait qu'on ne sert pas d'exemple. On n'a pas coupé des têtes suffisamment durement pour que le message soit passé. Le message n'est pas assez clair. On peut le dire aujourd'hui. J'ai déjà répondu à votre question. Le poisson pourri par la tête. Et je pense qu'il faut changer la tête tout simplement et avoir des hommes qui ont une rectitude et qui ont une vision objective de la nation, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi d'autres ont peur de le dire de manière aussi claire et froide. Vous avez parlé de taper suffisamment dur, couper les têtes. La personne, il y a une personne qui a qualité pour véritablement couper les têtes. Et il faut qu'elle prenne ses responsabilités pour couper ses têtes. C'est le peuple camerounais. Tout simplement. Parce que vous avez parlé de laxisme, vous avez parlé d'illégitimité, vous avez évoqué un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, après analyse des données, il est clair que depuis le sommet de l'État jusqu'à la base, les dés sont pipés et les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Et les Camerounais doivent donc prendre leurs responsabilités pour avoir des gens à divers niveaux de la nation qui travaillent pour leur bien-être. C'est toujours sur votre plateau que je disais la dernière fois. Pourquoi un pays comme la Finlande, on n'entend jamais parler de la Finlande, mais c'est le pays où il fait le plus beau vivre au monde. On ne sait même pas s'il y a la police, on ne sait même pas s'il y a... Est-ce que vous savez que la Suisse n'a pas de militaires ou de gendarmes dans la rue? Non. Ça veut dire que le Cameroun, la paix, c'est possible. Le paradis, c'est possible.
Il y a un artiste qui a chanté récemment « Le paradis est sur cette terre ». Et excusez-moi, je le dis à qui veut l'entendre. Le Cameroun, je n'ai pas encore la confirmation que c'est le plus beau pays du monde. Parce que je ne suis pas encore allé dans tous les pays du monde. Mais le peu de pays que j'ai parcouru, le Cameroun est l'un des plus beaux pays du monde. Parce que nous avons tout. Mais malheureusement, ce bonheur vient se noyer entre les mains d'individus qui décident de tout et de rien quand ils veulent. Et finalement, on n'a rien. Et c'est problématique. De plus en plus, j'ai peur de me déplacer parce qu'il n'y a pas de route. Vous voulez aller découvrir ce qui se passe à l'extrême nord, il n'y a pas de route, ça pose problème. Vous voulez aller par vol, on vous dit vous quittez à 14h, à 18h, vous n'êtes pas quitté, ça pose problème. C'est très compliqué. Et pourtant, nous avons tout. C'est pour ça que je dis, les Camerounais doivent prendre leur destin en main. Trop, c'est trop. Et malheureusement, ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que cette situation ne profite à personne. Parce que ceux qui pensent qu'ils détournent les milliards à des fins inavouées, en réalité, un homme qui n'a pas objectivement travaillé pour obtenir le milliard, il est malade. Quelque part, ce n'est pas un homme équilibré. C'est mon enseignant d'éducation civique et morale, ECM, éducation civique et morale, qui nous disait à l'époque, un homme qui vole les milliards, c'est un malade. Il faut qu'il soit soigné. Mais par qui? Pourquoi sinon c'est un crime contre l'humanité. Ouais, Jean-Paul, je vais poser une question. Et ce n'est pas le manque d'exemplarité, de fermeté des personnes qui ont commis le pire, à enlever des vies. Ils ont enlevé des vies, mais on les voit encore. Ils sont certes sur le couloir de la justice, mais on a l'impression que même là-bas, c'est de manière tatillonne. Lorsque un magistrat commence à trop avancer, on change le magistrat, on met quelqu'un d'autre. Lorsque ça va, on change, on met quelqu'un d'autre. On a l'impression que la procédure va piétiner, continuer à piétiner. Trop de pression sur eux. Vous n'avez pas dit. Et ce n'est pas ça qui fait que ça conforte ceux qui sont en bas. Ils disent, bon, mais bien sûr, on peut tuer aussi, on peut taper. Bien sûr. On ne va rien nous faire. Bien sûr. Mais je l'aimerais bien le dire tout à tantôt. Et avant lui, le problème c'est que dans cette affaire, le tortionnaire d'en bas, il sert la superstructure, il sert un régime. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a l'impunité. C'est pour ça qu'il y a le laxisme. S'il avait la conscience de servir le Cameroun, il ne torcherait pas un Camerounais. Mais pour lui, la petite bidasse là, il sert le régime. Parce que dans sa tête à lui, le Cameroun c'est le régime. Ce qui est complètement faux. Il a dit, il faut repenser la superstructure du Cameroun aujourd'hui. Il faut qu'on passe à autre chose. Ce qu'on vit là, depuis 64 ans même. Ça en fait les gens limite c'est à 42 ans. Non, c'est même 64 ans. Depuis Aïdjo, sauf que bon, il y avait sur des plans économiques certaines avancées économiques sur Aïdjo. Moi quand je parle du Cameroun à l'époque, Aïdjo encore président. Nous sommes un pays à revenu intermédiaire. On dirait aujourd'hui en voie de développement. Non, comment on appelle les nouveaux qui... Dans les en voie d'émergence aujourd'hui. Nous y étions, Bertrand. On était revenu intermédiaire. Oui. Tous les dimanches, on allait regarder la caméra. On avait le plus gros avion d'Orly à l'époque. Il n'y avait pas encore assez. Maintenant, on roule dans les taux 160. Il faut repenser le Cameroun. De la tête du poisson à la queue. Nous aussi en bas, on a des déficits terribles. On ne va pas s'inscrire. On n'a pas de CNI. Et personne ne dit rien. On attend janvier pour recommencer. Moi, j'ai une CNI, un papier qui fait office de CNI depuis 3 ans et demi. Vous vous rendez compte? Dans votre propre pays. Alors, une de mes interrogations, j'espère que tu me donnes ta réponse parce que je sens que tu sais un peu. Où est la nation? Où est le peuple camerounais? C'est ça mon inquiétude. Moi, je ne vois personne. Il y a le rédacteur gesticule encore un peu, mais les partis politiques qui devraient être l'entité de ce qu'on propose à travers des projets de société normaux, etc., etc. On est à moins de 12 mois là. Vous voyez que ça bouge là? Moi, je ne vois pas encore. Je ne vois pas très bien si ça bouge. Donc, il faut repenser le Cameroun fondamentalement. Comment ils font les Chinois?
On a bloqué la Chine pendant 60 ans pour aller à la Lune. Comment ils ont fait? Copions ce qui est bien ailleurs. Malheureusement, ça peut passer par la force, ça veut dire, des dictatures voilées. Vous savez, la sidérurgie allemande, c'est Hitler. Hein? Ce n'est pas un démocrate qui a permis à l'Allemagne de se mettre à ce niveau de maîtrise de la sidérurgie, qui fait de l'Allemagne aujourd'hui un des pays les plus riches dans l'Europe occidentale. Ça veut dire que malheureusement, ça peut paraître contradictoire ce que je dis, mais vraiment, il faut repenser, quitte à avoir une main de fer dans des gants de velours, parce que il faudra, pour corriger le Cameroun demain, ça va être un chemin de croix. Il faudra un homme fort, une gouvernance forte, des hommes vraiment, des sacrifiés, comme on dirait au quartier. Parce que le mal est tellement profond que même la nation, j'ai des jeunes étudiants qui disent que oui, on va faire comment? À 21 ans, 22 ans, on va faire comment? Je me rappelle qu'à 22, 23 ans, j'étais profession colleur d'affiches, là-bas. Parce qu'un jeune aspire au changement. Mais aujourd'hui, chez nous, les jeunes, tu continues à te dire que le système en place, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Maintenant, parce que c'est ça, cette forme d'apathie là, qui nous a... C'est ça, l'extrême résilience, qui ressemble même à la négation de soi-même. La nation n'existe même pratiquement plus. Puisque les gens parlent en termes de 4-8, 4-9. Donc on n'est plus dans la nation. C'est autant de choses qu'il faudra revoir. Vraiment, tout est possible, mais vraiment c'est un chantier colossal. Voilà, il nous reste 9 minutes. On va sortir cette émission. On va prendre des coups de parole. On va aller là vers on a engagé, mais on va aller vers des solutions de manière claire et véritable. Qu'est-ce qu'on fait globalement? Oui, qu'est-ce qu'on fait que 2 mois après le monde, on ne parle plus de ce thème de la torture. On sait bien, moi, tous en tête ici, que la crise du Nord-Sud-Ouest, pas quand même du fait que les avocats aient subi quasiment le même traitement que Tanfo à travers la revendication. On ne veut pas un remake au Cameroun de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Et qu'au-delà des avocats, que la torture même soit aliénée dans la conscience de ces forces de l'ordre et qu'on ait pu vivre mieux et tranquille. Déjà, sur le court terme, il faudrait justement que les populations prennent conscience que c'est elles qui ont le pouvoir. On dit que le pouvoir appartient au peuple. Voilà. Et cela se justifie dans ce sens que vous ne pouvez pas implémenter votre projet politique quand vous n'avez pas la majorité parlementaire. Parce que le Parlement, c'est l'expression du vouloir du peuple. Même si on connaît tous les tripatouillages qui aussi renseignent sur le décalage entre le vouloir réel du peuple et ceux qui y sont. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui fait donc la faiblesse justement des populations? C'est parce que ces populations elles-mêmes sont divisées. Ceux qui dirigent ont travaillé à créer des schismes au sein des populations. Ce qui fait que les populations ne sont pas en mesure de se constituer en une force unique afin de faire bouger les lignes. Donc les populations déjà devaient prendre conscience de cet état des choses. Bon, maintenant, sur le long terme, il faut totalement tout refonder. Le Cameroun, c'est un État à reconstruire. Et l'éducation, c'est le levier sur lequel on s'appuie pour construire une nation. Ça veut dire qu'il faut l'émergence, justement, des nouveaux hommes politiques, en même de définir les politiques éducatives à partir, justement, d'un idéal, c'est-à-dire en termes de nation qui est pensé au préalable. Donc, on travaille sur le long terme, mais sur le court terme, je pense qu'il revient à un moment donné aux populations de prendre conscience du pouvoir qui est le leur. Voilà, Bantamga, vous avez tout à l'heure commencé à évoquer. J'imagine que vous avez encore dit, mais on va aller pour que ce soit plus clair. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir? Puisque le prétexte c'est la torture à l'encontre de Maître Richard Tanfo, je voudrais saluer la bravoure de ces populations de Dobo qui ont dit arrêtez ce que vous faites et qui ont usé, n'est-ce pas, des nouvelles technologies pour mettre sur la place publique. Parce qu'en réalité, ça n'aurait pas été divulgué, répandu sur la toile, que ça serait passé inaperçu et on ne saurait peut-être même pas où cet avocat se trouve aujourd'hui. Donc, c'est un début. Que les populations soient très éveillées et qu'elles sachent qu'elles sont les principales gardiennes des normes, des lois et textes qui régissent le fonctionnement du Cameroun. Avec ça, demain, on n'aura plus ce type de torture. Que le
commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Douala sache qu'on l'a à l'œil et que justice doit être rendue pour ce cas de violation des droits, cas de violation de consignes. Donc, on attend un minima, puisque les images parlent d'elles-mêmes. On a la preuve que ceux qui levaient le pied pour assommer un être humain étaient bien des hommes en tenue. On s'attend à entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement ferme. Et par-delà à la réparation du préjudice, parce qu'on ne se fait pas torturer comme ça. Il aurait dû trépasser. Et on n'en serait plus là, on serait passé à autre chose. Maintenant, du point de vue plus global, que ce qui s'est passé sur Maître Tamfou serve de leçon à tous les Camerounais et qu'ils prennent donc résolument leur destin en main. On a dit 2025, c'est dans 11 mois. L'élection aura lieu, je crois, maximum fin octobre, selon les textes, puisqu'il n'y a pas possibilité de prorogation ou alors de report d'élection en l'état, que les populations prennent leur destin en main et que leur vote soit surveillé. Vous avez dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Tout passe par l'élection des élus locaux. C'est vrai que pour le cas de 2025, naturellement, les élus locaux seront certainement, puisque tout est déjà mis en place au niveau des mécanismes institutionnels pour que les députés et les maires, les conseils municipaux soient votés après 2025. Mais comme on a dit, tout pourri par la tête. Repensons la tête du Cameroun et pour la suite, qu'on puisse porter des hommes qui sont humains. Parce qu'on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne sont plus des humains. Ils ont la tête ailleurs, ils font autre chose. Et du coup, ça pose problème. Une nation juste, une nation dévouée à se développer est possible au Cameroun. Nous avons tellement de potentialités. Je vous assure, on n'a pas besoin de fermer le Cameroun pendant 60 ans comme la Chine s'est fermée. Il y a un brillant enseignant d'université qui vient de commettre un ouvrage sur le cas du développement, je crois, de la Corée du Sud, qui était au même niveau que nous il y a 40 ans, mais qui aujourd'hui est, je crois, la 13e ou la 15e puissance mondiale. Ça a quand même pris une trentaine d'années. Voilà. Oui, je suis d'accord, monsieur Mayak, sauf que au même moment, le Cameroun a des atouts. Vous voyez, nous brillons partout dans le monde entier. On vient de nous dire que Vinicius est camerounais, il a le sang camerounais. Bon, c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Mais c'est pour dire que du point de vue technologique, du point de vue économique, nous avons toute la ressource humaine nécessaire pour développer le Cameroun en moins de 15 ans. Cela est possible. Il suffit que celui qui donne les directives, celui qui définit la politique de la nation ait une politique claire et qu'il mette des hommes rigoureux pour assurer, n'est-ce pas, la mise en exécution des projets de développement. Et vous allez voir, le Cameroun sera un Eldorado. On finit avec... Moi, je ne suis pas dans les logiques de paradis, logique judéo-chrétienne, etc. Je pense qu'il faut que... Non, l'impunité, à court terme, hein, à court terme, l'impunité ne disparaîtrait pas avec le système en place. À court terme, il faut une prise de conscience en termes d'inscription sur les listes électorales que les Camerounais aient voté. À court terme, commencer à partir de l'élection de l'année prochaine, commencer à se mettre dans une logique de nation. Bertrand, sortir de l'état tribal. Il l'a dit, le pouvoir en place joue des tribus comme des pions d'un damier. Et les petits peuples tombent dans ce piège. Mais surtout, comme il l'a dit, repenser le Cameroun du haut vers le bas. Voilà ce qu'on peut penser par rapport à cette thème. Voilà, c'est sur ces recommandations qu'on va mettre un thème ce jour à cette édition de tour de table. Nous étions sur le plateau avec Brankanga, merci. Merci, merci. Franck Masson, merci d'être venu sur le plateau. Docteur Marc, merci d'être venu sur le plateau encore. C'était un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, merci de toujours nous honorer. On parlait dans ce jour de Maître Tamfou qui a été violemment torturé, voilà, c'est le mot, à Mondiovision.
du côté de Douala, on se demandait pourquoi l'État est assez taiseux jusqu'à présent, quand bien même depuis un certain moment, il y a quand même des documents qui circulent, qui montrent qu'il y a une enquête en cours. On va continuer à suivre cette enquête jusqu'au bout pour que vous soyez toujours informés sur cette antenne. On va clôturer l'émission en vous laissant sous une recommandation fondamentale. Il serait important de terminer la journée et même la semaine, en compagnie des programmes d'Horizon 3 Télévision, parce que c'est sommaire à la télévision et nulle part ailleurs. L'émission était coordonnée par Christelle Tigniem et supervisée par l'honorable François Biba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, ce sera à 18h30 au cadre de la première sortie de l'émission Horizon Soir. Bon dimanche à tout le monde et bon début de semaine. Au revoir.